et on va commencer d'ici quelques minutes. Un petit message d'introduction avant de laisser la parole à notre intervenant. Nous devions avoir aujourd'hui Frédéric Planche de la Banque Populaire du Sud qui malheureusement a un petit souci de santé, rien de trop grave, mais voilà, ça l'a un peu cloué au lit, donc il s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être là. On aura l'occasion d'organiser d'autres choses, d'autres événements par la suite avec lui, et ce n'est que partie remise. Donc on aura malgré tout Xavier qui est bien en ligne de Start to Scale, qui va nous détailler tout ce qu'il faut savoir sur voilà, les financements bancaires des entreprises innovantes et pas simplement de l'innovation, hein. C'est des petites subtilités aussi qui seront intéressantes à regarder. Il y a pas mal de choses qui peuvent se financer et pas que de l'innovation, justement. Donc voilà pour la petite intro. On a pas mal de gens qui sont déjà arrivés. On a beaucoup de gens attendus aujourd'hui, mais je pense qu'on a le nombre suffisant pour commencer. Donc je vais laisser la main à Xavier qui va se présenter et qui va commencer son intervention. Voilà. Oui, merci Flavien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Frédéric ne sera pas là ce matin. On lui souhaite un bon rétablissement malgré tout. L'objectif, alors je vais lancer le partage d'écran. Voilà. Hop. Voilà. L'objectif, effectivement, ce matin, ça va être de vous parler du financement bancaire des entreprises en croissance et innovantes, donc des startups, mais pas que, de pouvoir vous donner un aperçu finalement de ce qui est possible de faire et de comment considérer sa banque comme un vrai partenaire financier, un vrai partenaire de croissance pour vous. Tout d'abord, le but, c'est de commencer par faire un petit point sur qui on est. Je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Xavier Huget, je suis le cofondateur de Start to Scale, qui est une entreprise de conseil destinée à faire le pont et être une interface fonctionnelle entre les banques d'un côté et les sociétés innovantes en forte croissance de l'autre. En termes de parcours, donc, moi, je suis ancien banquier entreprise au Crédit Agricole Île-de-France. Et mon associé, lui, était banquier entreprise innovation, donc il avait créé et animé tout le pôle innovation du Crédit Agricole de France également. Donc on a une bonne visibilité des entreprises, de leurs besoins d'un côté et de l'autre du fonctionnement des banques. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai trou dans la raquette, effectivement, souvent pour finalement pouvoir permettre aux entreprises en croissance d'être financées et de la bonne manière par les banques. Et c'est donc aujourd'hui notre but. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on est créé. Vous voyez quelques chiffres à l'écran. En gros, on accompagne un peu plus de 160 entreprises aujourd'hui pour 45 millions d'euros accordés et débloqués pour cette entreprise en termes de financement bancaire. On y reviendra, mais donc il y a un vrai marché, hein. Il y a vraiment des banques qui financent les entreprises qui vont vite et les entreprises qui sont encore assez jeunes. On a un taux d'acceptation de dossiers qui est plutôt élevé à plus de 90%. Et un délai d'obtention d'environ 7 semaines pour une obtention de crédit. On y reviendra, mais effectivement, le process de sollicitation d'un crédit bancaire, ensuite d'un accord et enfin d'un déblocage est toujours un peu long. Donc, on va attaquer de manière un peu plus précise. Pendant cet atelier, le but, effectivement, ça va être de pouvoir, déjà dans un premier temps, vous donner de l'information sur une roadmap de financement bancaire par rapport à votre stade de maturité, par rapport à vos objectifs et à vos besoins. On verra un petit peu quelles sont les différentes étapes, les montants qu'on peut aller chercher, etc. Dans un deuxième point, tous les indicateurs essentiels, les indicateurs à mettre en avant et tous les indicateurs à être bien définis pour les banques qui sont importants pour les partenaires bancaires. Ensuite, on fera un petit topo sur les garanties. C'est toujours un point important parce que qui dit prêt dit souvent en face garantie. Et à ce niveau-là, il faut avoir en tête finalement quelles sont les garanties qui peuvent être demandées par les banques pour garantir un prêt bancaire. On verra ensuite le discours à tenir auprès des banques et donc de vos banquiers pour leur permettre d'être un vrai partenaire et pas juste un financeur. Et enfin, on fera un dernier point sur la construction d'un business plan et donc d'un prévisionnel qui soit adapté pour les banques, puisqu'il y a différents types de prévisionnels pour les investisseurs, bien entendu, mais également pour les banques, avec une histoire à raconter qui est souvent un petit peu différente. On y reviendra. Donc, on va se lancer. Alors, je vais déjà tout présenter, comme ça, ce sera plus simple. L'objectif, effectivement, ici,
c'est de pouvoir, par rapport à votre stade de maturité, aux différents stades auxquels vous êtes finalement sur une création d'entreprise, d'avoir une visibilité sur ce qu'il est possible de financer au niveau des banques. Alors, petit topo déjà sur le financement bancaire, ici, lorsqu'on parle de financement, de montant, on est donc sur du financement moyen terme. C'est-à-dire que c'est donc un prêt qui est accordé à l'entreprise, un prêt de trésorerie destiné à financer ces investissements, on va dire, immatériels souvent, donc de la R&D, une mise en place de votre stratégie commerciale, du recrutement, du marketing, etc. Donc vraiment des choses qui sont des charges pour vous, mais qui peuvent être aujourd'hui financées par les banques, alors que historiquement, les banques effectivement préféraient, et elles préfèrent encore, hein, mais financer un actif qui soit matériel. Je pense par exemple à une machine-outil, à un parc automobile ou autre, finalement qu'elles financent un actif défini. Mais les banques aujourd'hui, toutes peuvent effectivement avoir une approche différente et financer finalement de la trésorerie qui revient à financer du besoin en fonds de roulement et donc des charges pour vous. Donc, en termes de visibilité, on a découpé finalement cette roadmap en 5 phases. On va commencer par la première, qui est la phase de création. Alors, il faut avoir en tête que vous êtes en création d'entreprise pour une banque jusqu'à ce que vous ayez sorti votre première liasse fiscale, donc que vous ayez clôturé votre premier exercice comptable. C'est-à-dire finalement, cette phase de création, elle peut durer quasiment 2 ans, puisqu'effectivement, vous pouvez donc clôturer jusqu'à l'année fiscale suivante de la création. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de liasse fiscale, donc vous êtes considéré par la banque comme finalement une société encore assez jeune en création. Donc là, dans ces cadres-là, on est sur des montants de financement que l'on peut aller chercher, que l'on peut demander à la banque. Alors, on a mis entre 10 000 et 70 000 euros. On peut même aller jusqu'à 100 000 euros éventuellement. On est donc sur des sociétés qui sont encore assez jeunes. On sera uniquement basé sur un prévisionnel pour, on va dire, raconter l'histoire de votre entreprise. Donc, effectivement, on est sur des montants de financement qui sont encore assez restreints et qui vous permettent vraiment d'aller finalement chercher votre POC et chercher votre phase d'amorçage derrière. En termes de durée, sur ces prêts de trésorerie, on ne pourra jamais trop dépasser 60 mois, donc 5 ans. Et effectivement, on est souvent, finalement, pendant toute la durée, entre 36 et 60 mois, donc entre 3 ans et 5 ans. Pourquoi ? Car un prêt de trésorerie, effectivement, a vocation à financer de la charge, à financer de l'investissement direct et rapide. Et par rapport à ça, la durée finalement reste courte. Le retour sur investissement, il est souvent à 1, 2, 3 ans. Donc, on ne va pas aller mettre en place une durée trop longue qui également peut être ensuite bloquante pour la banque ou pour les partenaires financiers pour aller rajouter de l'endettement éventuellement. Donc, au niveau du prêt création, il y a plusieurs points qui sont importants. Bien entendu, votre prévisionnel. Mais avant tout, la banque, ça reste un financeur qui va être suiveur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir donner toutes les garanties à la banque pour qu'elle soit remboursée. La banque, ce n'est pas un investisseur. Son but, elle, c'est de limiter son risque et de pouvoir être assuré au maximum sur la viabilité de votre projet. Par rapport à ça, il faudra mettre en avant finalement tous les points positifs et tous les accompagnements que vous avez reçus et que vous êtes allé chercher. Là-dessus, j'entends tout par exemple, tout ce qui est incubation dans un incubateur, accompagnement par des pépinières d'entreprise ou autres, tout ce qui est prêt BPI, prêt subvention publique, prêt d'honneur, finalement tout ce que vous êtes allé chercher par vous-même, tous les voyants lumineux qui vont être positifs et sur lesquels la banque pourra s'adosser et se dire ok, ce projet a été, on va dire, prévalidé par tel incubateur, par tel organisme de la région, il y a déjà des fonds propres, il y a déjà un prêt d'honneur, je peux finalement m'appuyer sur ces indicateurs positifs pour aller mettre en place un financement. Donc voilà, là encore une fois, on est vraiment sur des projets qui se lancent assez jeunes, avec des tickets de financement qui vont vous permettre d'aller simplement tester le marché, aller chercher une POC, donc une preuve de concept, pour ensuite arriver sur une phase qui est un petit peu différente, qui est la phase d'amorçage. Où là, finalement, vous avez donc réalisé votre preuve de concept. Vous commencez à avoir un petit peu de chiffre d'affaires, souvent, donc du flux entrant qui est souvent adossé à cette preuve de concept. Vous commercialisez donc votre produit. Et à ce moment-là, vous avez besoin souvent de financer
de l'investissement pour continuer à aller développer votre produit, pour aller continuer à investir au niveau marketing, communication, pour augmenter vos ventes et souvent aussi pour recruter. Donc ça, ce sont des besoins que les banques peuvent adresser et peuvent financer. En termes de tickets de financement, on commence à être sur des montants un peu plus importants, on va dire jusqu'à 200 000 euros, sur des durées toujours assez courtes. On s'aperçoit souvent qu'on est sur 36-48 mois parce que là, on va vraiment chercher du financement pour les 1-2 ans à venir et investir pour finalement arriver derrière dans une phase un petit peu plus costaude, qui est la phase d'accélération, on y reviendra. Là-dessus, les points importants, c'est qu'effectivement, vous faites déjà un petit peu de chiffre d'affaires. Vous avez des fonds propres, c'est-à-dire que vous avez déjà levé des fonds, ou en tout cas, vous avez apporté du capital, des comptes courants associés, vous avez prouvé finalement que vous avez une capacité à pouvoir apporter des fonds ou aller chercher des fonds, que ce soit également au travers de la BPI, ou comme je le disais auparavant, avec les prêts d'honneur qui viennent consolider les fonds propres. Également, en termes de rentabilité, l'histoire que vous allez raconter à ce moment-là, c'est finalement que vous avez une rentabilité qui va arriver de manière assez directe et assez proche. Donc, là, on note une rentabilité inférieure à 3 ans, c'est-à-dire que si vous arrivez là avec un plan de développement et un business plan qui explique à votre banque que vous serez rentable d'ici 6-7 ans, ça va être très compliqué pour elle de pouvoir mettre en place un financement. Puisqu'effectivement, son financement, il sera remboursé par la rentabilité future de l'entreprise et directement par la trésorerie disponible de la société. Donc la trésorerie, c'est grâce aux fonds qui ont été levés et ou au chiffre d'affaires qui commence à rentrer. Mais effectivement, il faut avoir une rentabilité qui a 2-3 ans maximum. Et là-dessus, encore une fois, on peut apporter le maximum d'informations à la banque pour lui montrer finalement que sur tel vertical, tel produit, votre société est rentable. C'est-à-dire que même si vous avez vocation à 1 an, 2 ans à aller attaquer un nouveau marché, vous développer au niveau européen, aller développer un nouveau produit, ce qui va nécessiter des investissements et donc ce qui fera que la société dans son ensemble ne sera pas rentable, vous pourrez en tout cas montrer que sur votre cœur d'activité, votre cœur métier actuel, vous serez rentable à 1 an, 2 ans. On y reviendra ensuite, mais ça, ce sont des points sur lesquels il faut pouvoir appuyer et donner le maximum de visibilité à votre banque. Derrière, on a une phase d'accélération, comme on l'appelle. Donc là, votre entreprise, souvent, elle a entre 2 et 4 ans, on va dire. Vous faites déjà du chiffre d'affaires. Vous avez clôturé 1 voire 2 exercices avec des liasses fiscales qui laissent apparaître du chiffre d'affaires. Vous êtes réellement là en phase d'accélération, c'est-à-dire que vous allez chercher à prendre un marché, à être beaucoup plus pertinent sur ce marché et à prendre des parts de marché beaucoup plus importantes. Là-dessus, donc, il faut effectivement souvent que vous puissiez prouver une certaine traction au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc, on regardera bien entendu les chiffres passés, mais également ceux à venir. Donc, là, vous avez un pipe commercial qui peut être présenté à votre banquier, une rentabilité qui commence à devenir encore plus proche, donc souvent inférieure à 2 ans, c'est-à-dire que vous êtes soit dans l'année de la rentabilité, donc dans l'exercice en cours, par exemple, là, on est au mois d'avril 2021, c'est-à-dire que vous allez atteindre la rentabilité d'ici la fin d'année ou d'ici fin 2022. Pour finalement prouver que sur des montants de financement qui seront de plus en plus conséquents, donc jusqu'à 400 000, 500 000 euros, vous serez en mesure et vous aurez les reins assez solides pour rembourser ces financements. Souvent, ces financements, ils sont adossés et on va les chercher en faisant levier avec une première levée, qu'on peut appeler une levée seed, une série A ou autre. En tout cas, vous avez levé des fonds, ce qui permet à la banque d'être assurée au niveau des fonds propres et surtout sur la trésorerie de l'entreprise, ce qui permet d'avoir une bonne trésorerie et surtout d'avoir de la visibilité sur la trésorerie de votre entreprise. Donc, la levée n'est bien sûr pas obligatoire, mais si à ce moment-là, on n'est pas encore rentable et on veut aller lever de la dette bancaire sur des montants assez importants, donc lorsqu'on dépasse 200-300 000 euros, il faut souvent avoir levé des fonds et pouvoir prouver aussi votre capacité, là on en revient au point 1, à convaincre des investisseurs. La banque, encore une fois, elle va être suiveuse, tous les signaux positifs et avoir réussi à convaincre des investisseurs, qu'ils soient fonds d'investissement, réseau de business angel ou autre. Ça reste un point sur lequel la banque sera très sensible. Également, il y a un point important, petit aparté, c'est un ratio de fonds propres qu'il faut respecter, auquel cas la banque ne peut souvent pas prêter. C'est le fait que vos fonds propres doivent être déjà positifs.
Et il y a un ratio également qui est le capital social plus les primes d'émission, c'est-à-dire votre capital initial, puis toute augmentation de capital que vous avez réalisée. Donc, ce montant-là, divisé par 2, doit être au final supérieur aux fonds propres totaux. Donc, souvent, si vous avez réalisé des pertes sur le premier exercice, c'est une levée de fonds qui va permettre de ramener son ratio dans le vert. Donc, les fonds propres, c'est vraiment un point important. C'est pour ça qu'on en parle ici. Ensuite, on arrive sur une phase de croissance. On peut l'appeler comme on veut. Nous, on a choisi ce terme-là, c'est-à-dire que là, finalement, vous avez un rythme de croisière qui a été presque atteint. Vous arrivez à faire du chiffre d'affaires, vous êtes pertinent sur votre marché, vous avez des clients, une société qui commence à pouvoir être considérée d'ailleurs comme une TPE, PME finalement, des équipes structurées, un produit structuré, une visibilité sur où est-ce que vous souhaitez aller, de quelle manière. Et là, effectivement, on peut aller chercher également des montants de financement qui sont importants pour financer le développement sur une nouvelle zone géographique, par exemple, financer le développement d'un nouveau produit, de la R&D, encore une fois des ressources humaines ou autres. Donc là-dessus, on sera donc sur des montants qui peuvent aller assez haut, entre 500 000, on va dire, et puis 1 million d'euros, sur des durées toujours les mêmes, entre 3 ans et 5 ans. Même là, c'est assez rare d'arriver à des durées 5 ans qui sont assez longues, mais en tout cas, on peut être sur des durées 3 ans, 5 ans assez facilement. Votre chiffre d'affaires, souvent, il a atteint le seuil un petit peu psychologique, je dirais, pour des financeurs externes, d'1 million d'euros, où vous êtes soit dans l'année où, sur votre prévisionnel, vous pouvez prouver de manière assez simple que vous allez réaliser 1 million d'euros, ou sur l'exercice clôturé, le dernier exercice clôturé, vous avez déjà réalisé 1 million d'euros, avec une traction, encore une fois, prouvée, vous avez un pipe commercial établi, vous pouvez donner des chiffres et donner de la visibilité aux financeurs, comme quoi le million d'euros a été dépassé, et il va l'être de plus en plus, vous allez avoir une traction qui sera de plus en plus importante. Également en termes de rentabilité, donc là elle se rapproche, soit vous avez atteint la rentabilité, soit vous êtes en train de l'atteindre finalement, donc sur l'exercice en cours maximum, allez, 12-18 mois, et encore une fois cette rentabilité elle peut être vue sur un produit, sur le cœur métier, parce que forcément qui dit prêt bancaire dit besoin en termes de financement, qui dit besoin de financement dit souvent investissement, et plus on investit, plus on va dégrader la rentabilité de la société sur un instant T. Donc ça encore une fois ce n'est pas grave, ce qu'il faut prouver c'est que la rentabilité sur telle ou telle verticale sur votre cœur métier a été atteinte ou sera atteinte d'ici peu. Et encore une fois, sur ces financements où on peut aller chercher de la dette à hauteur de 500 000, 1 million d'euros, parfois avec plusieurs banques sur du cofinancement, la banque va aussi s'appuyer finalement sur une validation de l'écosystème, donc sur une levée de fonds qui sera un peu plus importante et qui lui permettra d'aller faire levier en allant prêter des fonds. Encore une fois, ce ratio fonds propres est important. Si vous avez réalisé des pertes pendant les 2-3 années d'avant, lever des fonds vous permet de ramener vos fonds propres, vos capitaux propres dans le vert et dans un niveau qui permet aux banques d'être assurées pour vous prêter. Dernière étape, alors là, on arrive sur quelque chose qui peut-être vous intéresse un peu moins, mais de manière prospective, ça permet de pouvoir boucler la boucle. On va dire que c'est la phase de consolidation, en tout cas de rythme de croisière. C'est-à-dire que vous avez une société qui est mature, qui a, on va dire, plus de 4-5 ans, voire plus, qui peut donc finalement aller chercher du financement vraiment sur son activité propre. Vous avez une rentabilité qui est atteinte. Et là, vous allez financer finalement souvent des projets très spécifiques. On sera moins dans des financements de trésorerie large qui vont vous permettre d'avoir la trésorerie pour aller investir à droite, à gauche. Là, vous allez présenter vraiment un plan de financement spécifique à votre banque pour le financer. Et on peut arriver sur des durées de financement qui sont un peu plus longues puisqu'on a une meilleure visibilité finalement sur la capacité de la société à rembourser ses prêts. Donc, on arrive dans une logique, c'est ce qu'on a écrit, dans une logique TPE, PME, puisque finalement, votre entreprise, lorsqu'elle a déjà quelques années d'existence, même si elle est très vite au départ, même si elle est structurée comme une start-up, en tout cas comme une entreprise innovante, finalement, vous arrivez sur un rythme de croisière où vous devenez PME de fait. Voilà, donc toute cette roadmap, ce sont des choses que l'on a observées là, depuis 2 ans et demi avec tous les projets qu'on a accompagnés, qu'on a aidé à faire financer. Rien n'est figé dans le marbre, bien entendu. Tout dépend de chaque société, de son secteur d'activité. Mais ça vous donne une première visibilité finalement
sur quel montant finalement on peut aller chercher et à quel stade et comment présenter les choses. On va y revenir un petit peu plus loin. Hop. Donc, pour poursuivre, là, on va faire un petit focus sur les indicateurs bancaires essentiels qu'il faut mettre en avant, qu'il faut connaître et qui sont importants pour aller chercher un financement bancaire. Quel que soit finalement le stade, votre stade de maturité et le montant de financement que vous allez chercher, et donc le stade de croissance. Bien entendu, le chiffre d'affaires, ça c'est un point important puisque c'est tous les flux entrants, ce sont tous les flux extérieurs que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir bénéficier pour la croissance de votre entreprise. Ça rassure bien entendu une banque. Par contre, le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire de simplement pouvoir dire, voilà, cette année, j'ai fait 1 million d'euros, l'année passée, cette année, je serai sur 1,5 million, l'année prochaine sur 3 millions. Il faut pouvoir expliquer, donner de la visibilité aux banquiers sur ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire expliquer finalement les clés de calcul de votre chiffre d'affaires. Comment est-ce que vous le réalisez qu'est-ce que ça signifie derrière? Parce que si jamais vous avez besoin de 3 clients pour réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est différent que si vous avez besoin de 300 clients. Quelle est la profondeur du marché? Donc finalement, c'est donner encore une fois du sens aux chiffres et pouvoir expliquer les clés de calcul précises de votre chiffre d'affaires sur les 2-3 ans à venir pour expliquer de quelle manière est-ce qu'il va être fait. Ça, c'est un point important. De quelle manière est-ce qu'il se construit? Ensuite, il y a un point important. Donc, effectivement, c'est le point mort ou break-even. Donc, c'est la rentabilité qui va être atteinte par votre entreprise. Là aussi, avec un plan de trésorerie précis, c'est quelque chose que vous allez pouvoir démontrer et expliquer que d'ici X mois, vous allez finalement atteindre ce point de bascule où le chiffre d'affaires perçu vient combler toutes les charges de votre entreprise et votre société finalement commence à dégager de la rentabilité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, qui est important pour les banques, parce qu'encore une fois, une banque n'est pas un investisseur. Ils vous prêtent avec pour but de retrouver leur capital plus intérêt, forcément, on y reviendra ensuite, mais ils veulent limiter le risque au maximum. Ce qui nous amène au point de l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation, ou la CAF, qui est quasiment la même chose, donc la capacité d'autofinancement, c'est de pouvoir prouver finalement que votre business model peut être rentable à un moment, peut générer finalement du cash et donc des cash flows positifs. On arrive de toute façon sur des modèles de société où on est de moins en moins sur une course à la croissance, donc sur une course au chiffre d'affaires, mais de plus en plus sur des sociétés sur lesquelles il faut prouver qu'assez rapidement, vous allez atteindre une rentabilité. Ça, c'est un point important, que ce soit côté banque ou côté également investisseur. On va dire que depuis 10 ans, 5-10 ans, on était sur des investisseurs qui apportaient beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie aux entreprises pour qu'elles aillent prendre des marchés en étant absolument pas rentables, en allant finalement avoir un cash burn. Donc, elles cramaient cette trésorerie de manière assez importante, avec une croissance de chiffre d'affaires exponentielle, mais une rentabilité finalement qui n'était jamais atteinte. Depuis 1 an, là, 1 an et demi, avec le contexte sanitaire et économique que l'on connaît tous, ce modèle-là a été un peu revu et finalement, on arrive sur des sociétés et sur une vision, on va dire, de cet écosystème innovation qui doit changer, qui doit se consolider avec un accent qui sera mis vraiment sur cette capacité à avoir un business model qui soit rentable assez rapidement. Et la croissance, finalement, vient seulement en second temps. Donc, ça, c'est un point qu'on a observé là depuis 1 an. Donc, quelque chose qui commence un peu à s'inverser, donc à avoir ça en tête. Un autre indicateur essentiel, bien entendu, c'est le résultat net. Alors, le résultat net, donc, c'est vraiment les bénéfices ou les pertes que réalise votre entreprise après 1 an d'activité chaque année à la clôture de votre classe fiscale. Pourquoi est-ce que c'est important? On va le lier à l'indicateur suivant, j'en ai déjà un petit peu parlé, ce sont les fonds propres, puisque le résultat net, s'il est positif, il pourra venir consolider ses fonds propres, mais s'il est négatif, il va venir chaque année dégrader vos fonds propres. Donc ça, c'est un point important malgré tout à pouvoir piloter, puisque si vos fonds propres sont dégradés, je reviens encore une fois, mais les banques, malheureusement, même si elles apprécient votre projet, même si elles souhaitent vous suivre, ne pourront pas vous accompagner, ou en tout cas pas de la façon dont elles le souhaitent, puisque les textes européens feront de votre société une entreprise en difficulté.
Donc ça, c'est un point important. Les fonds propres donc, se consolident à la fois par des levées de fonds externes, par de l'apport en capital de la part des associés, mais aussi par la conservation des résultats et par le fait de pouvoir dégager du résultat. Et on dégage du résultat en ayant atteint son break-even et en étant rentable. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Également, un autre indicateur qui est un peu trop souvent oublié, notamment pour tout ce qui est entreprise de production ou entreprise B2B, c'est-à-dire que vous avez un marché qui est B2B, c'est le BFR. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. C'est tout simplement le décalage entre les encaissements perçus de la part de vos clients et les décaissements que vous avez à faire pour payer vos charges, donc les charges d'exploitation, donc vos fournisseurs, vos stocks, vos produits, tout ça en fait, mis en avant. Ça permet de se rendre compte qu'il y a parfois des activités qui sont très rentables, avec des sociétés qui sont très rentables, mais qui ont un problème de cash, un problème de trésorerie, qui est tout simplement amené par le fait que vos clients, vous percevez l'argent, par exemple, à 60 jours, tandis que vos fournisseurs, vous devez les payer directement ou à 15 jours. Donc, finalement, ce décalage de 60 jours à 45 jours, il faut pouvoir subvenir en termes de cash, le payer. Et là aussi, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place par la banque. Soit, finalement, pour financer un poste client, on peut mettre en place un contrat d'affacturage qui permet de pouvoir vous céder vos créances clients à la banque et être payé directement et complètement ce besoin de fonds de roulement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut modéliser et avoir en tête parce que le banquier, s'il met le doigt dessus et que vous n'avez pas anticipé finalement cette problématique, ce sera un souci pour vous puisque comment est-ce que vous allez financer votre croissance finalement alors même que vous n'avez pas le cash flow. Donc ça, c'est un point important, d'autant plus que ce besoin en fonds de roulement, souvent, plus vous allez être en croissance, ce qui est une très bonne chose, même si votre croissance, encore une fois, elle est rentable, plus ce besoin en fonds de roulement, il va grossir, parce que vous aurez de plus en plus de commandes, donc de plus en plus de fournisseurs à payer, de stocks à créer, etc. Et ce besoin va devoir être financé. Donc ça, il faut pouvoir l'anticiper sur votre business plan et l'avoir en tête et expliquer comment est-ce que vous allez le financer. En tout cas, au moins montrer que vous avez prévu tous ces décalages. Alors, on fait un petit focus sur les garanties bancaires, donc sur les prêts moyen terme. Donc, les prêts moyen terme, encore une fois, c'est des prêts qui sont supérieurs à 1 an et finalement jusqu'à les 7-8 ans. Donc, les prêts de trésorerie que l'on évoque depuis le départ de cette présentation. Une banque, c'est très rare, notamment lorsque votre entreprise est jeune, qu'elle n'a pas déjà plusieurs années d'exercice et qu'elle n'est pas rentable. C'est très rare qu'elle vous accorde un prêt sans aller chercher une garantie. Ce qui peut encore une fois être compris, parce que la banque, son but, c'est de retrouver ses petits, c'est de retrouver son capital. Elle vous prête en voulant limiter son risque. Elle limite son risque comment? En ayant une bonne visibilité, comme on l'avait auparavant, sur votre business model, sur les chiffres que vous allez faire, comment, mais aussi en pouvant se reposer sur des garanties qui lui assurent finalement que le prêt, en cas de défaut de la société, en cas de défaillance, puisse être quand même retrouvé en partie. Alors, la garantie la plus courante et la plus connue, et celle qui fait le plus peur, je pense, et qui vous intéresse le plus, c'est les cautions personnelles, donc les garanties personnelles qui peuvent être effectivement demandées et imposées par les banques pour lier l'entrepreneur et l'entrepreneuse à son projet, à sa société. Il faut avoir en tête qu'effectivement que ce n'est pas forcément automatique. Ça l'était en fait il y a les 5, 10, 15 ans dans les banques. Finalement, vous étiez caution personnelle dès lors que votre entreprise était encore assez jeune, avec un business model qui se cherchait encore. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus à les faire sauter, ou en tout cas à pouvoir avoir une discussion ouverte avec la banque sur une limitation de ces cautions personnelles, c'est-à-dire de ne pas être caution sur l'intégralité du prêt, première chose, et pourquoi pas de le limiter en durée. Donc sur un prêt, par exemple, sur 4 ans, se dire je ne serai caution que sur 2 ans, que sur 2 ans et demi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Comment également limiter, voire supprimer ces cautions personnelles? C'est le fait de pouvoir aller chercher d'autres types de garanties. Alors, je vais passer directement aux garanties externes, on va dire. En fait, ce sont des garanties qui sont apportées par des organismes autres que les banques, des garanties qui sont apportées sur un financement pour garantir votre entreprise sur un prêt qu'elle va réaliser. Donc là, on pense à la BPI, à la Banque publique d'investissement, au FEI, qui peut également apporter des garanties, donc le Fonds européen d'investissement. Et ensuite, on a d'autres types de garanties comme les gages sur stock, les gages sur un actif matériel que vous avez. Mais ça, c'est un petit peu plus rare, on y reviendra. En tout cas, sur ces garanties BPI, FEI, ce sont donc des organismes externes que les banques vont solliciter pour garantir une partie du prêt.
Alors, il faut savoir qu'au niveau BPI notamment, les banques peuvent aller chercher cette garantie lorsque vous êtes en création, donc lorsque vous êtes en création ex nihilo, donc une nouvelle création d'entreprise, lorsque vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse toute neuve, on va dire, la banque peut aller chercher jusqu'à 70% de garantie. Donc, la BPI peut couvrir 50 à 60% en direct. Et ensuite, avec la région, on peut aller couvrir jusqu'à 70% du montant du prêt réalisé. Ce qui est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, la banque, ça la rassure, elle a une grosse quantité de sa part de risque qui va être couverte. Et ensuite, BPI empêche de prendre une caution personnelle, donc on revient au premier point, sur toute la partie qui est couverte par ses soins. C'est-à-dire que finalement, si vous êtes couvert à hauteur de 60% par une garantie BPI, la banque ne peut plus aller chercher les associés que sur 40% restants de garantie. Donc déjà, ça permet de diminuer fortement ce besoin de caution personnelle. Également, avec le Fonds européen d'investissement, donc ça, il y a uniquement pour l'instant, à notre connaissance, le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a mis ça en place. C'est-à-dire que c'est une convention qu'ils ont avec cet organisme européen qui leur permet d'aller garantir les prêts innovation. Et eux, dans ces cas-là, peuvent monter quasiment jusqu'à 70% de garantie sans même parfois demander une autre garantie. Donc ça, c'est un point important. Donc suivant les groupes, on sait que le groupe CIC également, enfin Crédit Mutuel CIC est en train a ouvert quelques discussions avec le FEI pour justement pouvoir avoir accès à ce type de garantie. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être activées. À savoir que sur un prêt jusqu'à 200 000 euros avec la BPI, donc sur un montant de prêt jusqu'à 200 000 euros, les banques, quasiment toutes, ont délégation, sans même demander l'avis de la BPI, pour aller chercher cette garantie. Donc finalement, c'est-à-dire que la banque, automatiquement, elle pourra positionner une garantie BPI jusqu'à 50 voire 60% sur le prêt qu'elle va vous octroyer, sans même demander l'avis à la BPI. Au-dessus, elle doit envoyer tous les documents et la BPI réalise donc une étude de crédit pour garantir cela. Mais finalement, vous n'avez rien à faire, c'est la banque qui s'occupe d'aller chercher ces garanties et qui vous orientera dessus. Enfin, pour finir sur cette partie garantie bancaire qui sont souvent demandées sur les financements, et on a noté là sur la présentation financement innovation, mais on reste sur tous les financements finalement, voilà, pour tout type d'entreprise. On a aussi des nantissements qui peuvent être pris pour notamment éviter les garanties personnelles. On revient à notre exemple un petit peu plus tôt, sur un prêt de 200 000 euros, par exemple, qui est garanti par la BPI à hauteur de 60%. Les 40% restants qui ne sont donc pas couverts peuvent l'être via un nantissement de fonds de commerce. Alors certains me diront que vous n'avez pas forcément de fonds de commerce. Un fonds de commerce, c'est quoi? C'est quelque chose qui est intangible. Généralement, c'était pour les entreprises, tout ce qui est entreprises qui ont pignon sur rue, donc commerce de bouche, boucherie, charcuterie, boulangerie. Le fonds de commerce, donc c'est l'emplacement, c'est le fait que vous avez une clientèle. De plus en plus, on peut mettre en place des nantissements de fonds de commerce sur des sociétés innovantes, ou en tout cas sur des sociétés qui proposent du service. Puisque dans ces cas-là, on va dire que ce qui est nanti, c'est le fonds de commerce numérique. Alors très honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose non plus, finalement. Et pour vous, ça vous coûte assez peu, dans le sens où la seule obligation, c'est si vous venez à céder les actions de votre entreprise, vous devez prévenir la banque. Donc finalement, il y a assez peu de contraintes et c'est quelque chose qui peut permettre d'éviter d'avoir une garantie personnelle derrière. Donc effectivement, beaucoup de prêts sont couverts aujourd'hui, par exemple par une garantie FEI complétée par un nantissement de fonds de commerce. Et il n'y a donc pas de garantie personnelle. Donc, pour faire un point un petit peu plus global sur ces garanties, ça, c'est une discussion qu'il faut avoir avec votre banque, avec l'établissement bancaire. À chaque fois, pousser au maximum pour apporter des garanties, on va dire, externes, donc via la BPI, via le FEI, et ensuite discuter sur cette partie garantie personnelle, soit sur une limitation au maximum dans la durée, sur le montant, ou apporter un autre type de garantie comme les nantissements de fonds de commerce. Ça, c'est quelque chose que toutes les banques peuvent prendre, elles sont toutes habituées à le faire, mais parfois, elles ne vont pas elles-mêmes directement vous le proposer. Donc, ça va être à vous d'être force de proposition là-dessus. Alors, un petit focus maintenant sur finalement vos banques, enfin, en tout cas les banques de manière générale. Alors, Frédéric, on aurait sûrement été très, très utile là-dessus, mais bon, nous-mêmes, comme on est ancien banquier, comme on discute avec des banques et des banquiers différents tous les jours, on a une bonne visibilité finalement sur comment faire
pour que votre banque soit considérée comme un vrai partenaire de croissance et comme un vrai partenaire financier, et non pas juste comme un financeur. Donc, on a séparé ça en plusieurs points. Donc, c'est finalement que leur dire. Encore une fois, lorsque vous allez arriver face à votre banque, à votre banquier, pour lui présenter une demande d'emprunt, il faut appuyer sur des points importants. On en revient aux indicateurs essentiels qu'on a évoqués plus tôt, mais effectivement, montrer que la rentabilité, vous l'avez anticipée. Si elle est à 3 ans, l'expliquer pourquoi, l'expliquer comment. Si elle est à 2 ans, c'est encore mieux, expliquer pourquoi, expliquer comment. Les fonds propres aussi, pouvoir montrer que votre société ne sera jamais considérée comme en difficulté puisque vous avez anticipé par des levées de fonds, même si elles sont à venir, en tout cas que vous avez en tête ce ratio et que vous pouvez finalement rassurer encore une fois la banque par rapport à ça. Également, comme vous êtes souvent des entreprises assez jeunes, les banques, historiquement, elles sont habituées à prendre les 3, 4, 5 même dernières années d'exercice, à faire une moyenne et à tirer la ligne pour la suite. Pour une société assez jeune qui est en forte croissance, donc avec un plan de croissance qui est beaucoup plus important qu'une entreprise traditionnelle, le business plan, donc le prévisionnel, sera un élément très, très important, puisque souvent, vous n'avez pas de chiffres à montrer ou très peu de chiffres, ou même les chiffres que vous montrez qui ont été réalisés n'ont rien à voir avec les chiffres que vous êtes en train de réaliser et n'ont encore moins rien à voir avec les chiffres que vous allez faire demain. Donc là-dessus, il faut avoir un business plan, et ça sera le dernier point, on y reviendra, sur cette construction de ce prévisionnel, mais un business plan qui soit vraiment le plus précis possible, le plus limpide possible, le plus clair possible, et qui fait apparaître, ça on en revient, les clés de calcul de chiffre d'affaires pour montrer comment est-ce que vous allez réaliser ce chiffre d'affaires. On a vu trop d'entreprises qui finalement débarquent chez un financeur, hein, quel qu'il soit d'ailleurs, banque publique comme la BPI, investisseurs, et qui racontent une histoire en disant voilà, aujourd'hui, notre but, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre, d'ici 3 ans, d'en faire 2 millions, et d'ici 4 ans, d'en faire 10 millions. Comment on va juste faire plus de ventes. Ça, c'est pas bon. Il faut encore une fois pouvoir détailler combien de clients ça représente, combien de produits vendus ça représente, combien de licences ça représente, etc. Il faut pouvoir être très précis à ce niveau-là pour montrer que ce chiffre, il est réaliste, il a été réfléchi et donc il pourra être réalisé. Un prévisionnel, vous n'êtes jamais obligé d'aller tenir votre prévisionnel, bien entendu, mais en tout cas, de pouvoir montrer que vous avez travaillé au maximum les choses, c'est un point important. Autre outil qui va avec ce prévisionnel, c'est le plan de trésorerie qui doit être travaillé de manière mensuelle. Souvent, donc on a noté sur 36 mois, puisque plus, ça ne sert à rien, personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais sur 36 mois, ça permet encore une fois de montrer déjà que vous avez effectué un travail pour avoir une visibilité au maximum sur les 2-3 ans à venir et que votre plan de trésorerie reste positif, donc en trésorerie positive sur les 36 mois. Puisque si vous êtes en négatif, ça veut dire que vous n'aurez plus d'argent pour rembourser l'emprunt notamment. Vous n'aurez plus d'argent donc pour aller payer vos charges, mais notamment la banque, si l'intéresse, elle, c'est plutôt son emprunt. Donc, avoir un plan de trésorerie qui soit détaillé sur les entrées, encore une fois, le chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il est réalisé, toutes les sorties, toutes les charges nécessaires à l'entreprise pour réaliser ce chiffre d'affaires, et montrer finalement que vous avez prévu qu'il soit bien positif. Et il peut être positif avec une levée de fonds que vous insérez, par exemple, d'ici 12 mois, avec un autre emprunt bancaire que vous insérez d'ici 2 ans. Mais en tout cas, gardez en tête que vous devez présenter un plan de trésorerie qui reste positif, avec quelque chose qui soit réalisable derrière et avec des leviers de financement qui peuvent être activés. Donc ça, c'est un point important. Donc ça, c'est un petit peu le côté qu'est-ce que vous racontez aux financeurs banquiers. Le point important, c'est comment leur dire. Alors là-dessus, si Frédéric avait été là, il m'aurait peut-être dit que lui, tout ce qui est jargon startup, technologique, etc., il comprend. Ce qui est vrai, c'est que les banques de plus en plus commencent à avoir des référents innovation, des cellules innovation, donc des personnes qui sont formées à cet aspect croissance rapide, startup, société innovante, et elles comprennent donc de plus en plus, leur fonctionnement, et le jargon. Lorsque je dis jargon, c'est tout ce qui est les mots churn, POC, bref, break-even, même certains ne savent pas que c'est le point mort. Enfin, tous les mots, tous ces anglicismes qu'on utilise beaucoup et qui vont faire que finalement, la personne en face de vous ne va déjà pas vous comprendre. Lorsqu'on sollicite un prêt et qu'on ne vous comprend pas, c'est toujours compliqué. Donc, simplifier les choses, éviter au maximum le jargon, en tout cas le franciser, expliquer, donner du sens. Ça, c'est un point très important. On a noté aussi qu'il faut avoir la bonne posture. Finalement, c'est de se dire, lorsque je vais chercher un financement, c'est une étape importante de votre
de votre cycle de vie pour entreprise, c'est aussi important qu'une levée de fonds externe avec de l'equity. Donc, il ne faut absolument pas prendre toutes ces démarches à la légère. Il faut pouvoir montrer que vous considérez le banquier comme un vrai partenaire, comme un vrai financier, et pas lui envoyer 3 documents, être pressé pendant le rendez-vous ou autre. Également, le fait de connaître ces chiffres et d'avoir, on y reviendra et on l'a déjà évoqué, un business plan et donc un prévisionnel adapté, c'est important. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcément connaître tout votre prévisionnel par cœur, bien entendu, mais en tout cas de pouvoir l'expliquer, donner du sens à l'oral, ça permettra à votre banquier de pouvoir se plonger dedans ensuite de manière la plus simple possible. Ce qu'il faut avoir en tête, petit aparté, c'est qu'aujourd'hui, dans les banques, tous les chargés d'affaires, qu'ils soient innovation, qu'ils soient chargés d'affaires, on va dire classiques, sont plutôt débordés. Ils ont énormément de choses à faire parce que les effectifs sont réduits, parce qu'il y a énormément d'entreprises. Donc ça, vous allez me dire, ce n'est pas votre problème, sauf que ça le devient du fait qu'il a très peu de temps à accorder à votre dossier, à se plonger dedans, etc. Donc, plus vous lui amenez des éléments qui soient complets, un dossier qu'il comprendra, une explication qui soit simple, précise, plus il aura de temps finalement pour aller monter votre dossier, moins ça l'embêtera d'aller se plonger dedans, je dirais, et plus il pourra avoir un accord de prêt. Donc ça, c'est vraiment un point important. Au niveau de tout ce qui est erreur à éviter, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais le banquier, effectivement, ce n'est pas un investisseur. Donc, un investisseur, vous pouvez lui vendre monts et merveilles en lui disant donne-moi le maximum de trésorerie, je vais la cramer pour aller chercher de la croissance, même si je l'ai dit, ça commence à changer, mais en tout cas, c'est le discours historique, c'est un petit peu ça. Le banquier, c'est de lui dire donne-moi de l'argent, j'en ai besoin pour aller financer tel recrutement, tel développement produit, tel R&D sur mon produit. Et par contre, je pourrais être remboursé grâce à la rentabilité que je vais créer assez rapidement. Donc vraiment, le banquier, il doit être rassuré, il doit avoir en vue que son argent, il va le retrouver. Donc ça, c'est un point vraiment important. J'en ai déjà un peu parlé, mais effectivement, considérer la banque comme étant subordonnée, c'est-à-dire se dire, OK, banquier, je viens juste de lever 1 million d'euros, j'ai n'importe quoi. En gros, tu dois me prêter, c'est automatique. Ça ne le sera jamais. La banque, elle a toujours son mot à dire, elle doit toujours regarder. Et plus elle sera considérée, encore une fois, comme un partenaire réel, un partenaire financier, même sur le long terme, plus elle aura une bonne visibilité sur vos chiffres, sur votre business, le mieux ce sera. Donc vraiment, lorsqu'on fait toutes ces démarches de recherche d'emprunt, et c'est le dernier point, il ne faut pas les faire à la légère, il faut s'investir dedans, ça prend du temps, c'est chronophage, mais c'est un point important. Par exemple, si le banquier vous appelle, vous décrochez, si il vous demande de retravailler tel document, faites-le et assez rapidement, puisque ça veut dire qu'il est en train de bosser, lui, de son côté, sur votre dossier. Si vous loupez, si vous loupez ce timing, ça peut être ensuite trop tard. Et finalement, vous pouvez arriver sur des délais qui vont se rallonger. Donc vraiment, lorsque vous allez chercher un financement, ça va vous prendre du temps. Ça va être quelque chose qui va durer entre 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, et qu'il va falloir intégrer pleinement dans votre planning. Ça, c'est vraiment un point important. Hop. Pour finir, on va faire un point sur la construction du business plan et donc de votre prévisionnel d'activité. On en a beaucoup parlé depuis le départ avec les ratios et les indicateurs essentiels, sur le fait de comment parler à son banquier, etc. Encore une fois, vous êtes souvent une entreprise qui est assez jeune, qui n'a pas tellement d'historique et où les chiffres d'hier ne seront pas les chiffres de demain. Donc ça, il faut pouvoir finalement l'expliquer et donner le maximum de visibilité à votre banque. Plus la banque aura de la visibilité, plus elle comprendra votre business, comment les chiffres sont faits, comment vous allez faire du chiffre d'affaires, comment vous allez faire de la rentabilité, plus elle sera rassurée, plus donc elle pourra vous prêter. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, le business plan, on en revient sur un document Excel, tout simplement. Souvent, on est aujourd'hui sur de l'Excel qui soit unique. Il ne faut pas envoyer 5 documents à votre banquier. Encore une fois, il n'a pas forcément le temps ensuite d'aller se plonger dedans. Donc, c'est un seul document Excel qui soit bien détaillé, notamment un onglet, un sujet. C'est-à-dire que votre clé de calcul de chiffre d'affaires, on y revient, il faut que ce soit détaillé sur un onglet, vos charges, qu'elles soient aussi détaillées sur un onglet, tout le plan de recrutement qui soit détaillé sur un autre, finalement qu'on puisse, si on veut creuser tel poste de charge, tel poste de revenu, qu'on puisse le faire de manière assez simple. Et bien entendu, qu'il soit automatisé, c'est-à-dire, donc ça c'est à la fois pour vous, pour que
puisque pour que votre prévisionnel puisse être mis à jour le plus facilement possible, hein, bien entendu, mais également pour que le banquier puisse y toucher. La plupart des banques vont prendre votre prévisionnel, le stresser, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller augmenter un peu les charges, baisser un petit peu le niveau de chiffre d'affaires pour comprendre finalement quelle est la marge d'erreur, quelle est la marge qu'il a et que vous avez pour votre société pour réaliser les chiffres que vous avez annoncés. Donc, le plus il sera automatisé, le plus le banquier pourra y toucher et le plus simple ce sera pour lui, ça évitera tous les échanges. Avoir un onglet un petit peu global, on va dire hypothèse ou en tout cas base, qui vous permettent de pouvoir noter toutes vos hypothèses de croissance. Ça aussi, c'est important puisque ça donne une bonne visibilité sur, voilà, j'ai prévu finalement tel plan de recrutement, de recruter X personnes, d'avoir un plan de croissance de mon chiffre d'affaires de tant de pourcents chaque année. Au moins, sur un seul onglet, on a un petit peu le plan global prévisionnel de la société. Donc ça aussi, c'est un point important qu'il faut souvent avoir et qui permet de donner beaucoup de sens à cet outil et surtout de pouvoir le prendre en main très facilement et très rapidement. Ne pas hésiter à commenter. Enfin, ça, c'est important. Alors, forcément, le commentaire oral, ça reste le plus utile et le plus précis, mais ne pas hésiter à insérer des commentaires, un petit peu d'informations sur votre outil. Par exemple, si le loyer double tel mois, dire que c'est parce que vous estimez qu'il faut prendre des locaux plus grands pour votre équipe ou qu'il faudra que vous ayez un autre site de production pour votre production que vous réalisez, etc. Enfin, donner le maximum d'informations pour que les chiffres puissent être parlants. Ça, c'est un point important. Et enfin, disposer d'un onglet synthèse qui va permettre de rassembler un petit peu le tout, notamment sur une synthèse du compte de résultat prévisionnel. Ça, c'est important. Sur 3 ans, aller au-delà, ça ne sert pas tellement à grand-chose, 3 ans, 4 ans maximum, parce que finalement, encore une fois, un prévisionnel, ça reste très, très compliqué d'aller prévoir des choses qui vont arriver d'ici plus de 2 ans, finalement. Mais en tout cas, avoir un onglet synthèse qui reprenne le compte de résultat prévisionnel, une vue consolidée de la trésorerie pour montrer que votre trésorerie, finalement, sur les 3 ans étudiés, reste positive, voir aussi quelle fluctuation est là. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le banquier, il a peu de temps. S'il veut au départ naviguer rapidement, il ira voir quelles sont les hypothèses, il ira voir quels sont finalement le prévisionnel global de votre entreprise au niveau compte de résultat prévisionnel annuel, plan de trésorerie annuel. Donc, tout ça, c'est encore une fois pour donner le maximum de visibilité à votre banquier et pouvoir lui faire passer le moins de temps finalement sur votre demande de financement. Alors, les erreurs à éviter sur un business plan, parce que effectivement, on en voit de toutes les sortes, à toutes les sauces, de toutes les couleurs, je dirais, pour chaque projet. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on écrit que Fizi n'est pas votre ami, VBA non plus, c'est car il y a trop d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui souhaitent finalement faire rentrer leur business model dans un canevas existant. C'est souvent une très mauvaise pratique. Pourquoi ? Parce que vous allez simplifier les choses ou au final les complexifier, alors même que repartir sur un nouveau business plan, ça a permis que les choses soient très claires. Donc, vouloir faire entrer un rond dans un carré, ce n'est jamais bon, et notamment sur la partie chiffrée. Donc, le Fizi ou autre, peut-être à éviter, ou en tout cas, il faut essayer de l'adapter au maximum à votre entreprise. Ça, c'est vraiment un point important, que vous ayez vraiment un business plan qui soit dédié pour votre entreprise. Effectivement, une entreprise qui vend un produit ou alors qui fait du SaaS ou alors qui est en B2B, qui est en B2C, ce ne sera jamais la même chose en termes de construction du chiffre, en termes de charges derrière, etc. Donc, essayez au maximum d'adapter le business plan qui reflète votre activité et votre business model. Également, un point très important, c'est d'éviter de partager un business plan qui a déjà 3, 4, 5, 6 mois, qui est dépassé et finalement où vous ne pouvez pas prouver les chiffres. Parce que si vous partagez un business plan qui a 6 mois, le banquier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder sur les 6 derniers mois, qu'est-ce que vous avez annoncé. Et si aujourd'hui, vous avez réalisé le niveau de chiffre d'affaires ou si en termes de trésorerie, vous êtes loin de ce que vous aviez estimé il y a 6 mois, le message envoyé n'est déjà pas le bon. Donc, au maximum, le mettre à jour et lorsque vous partagez un business plan, qu'il soit en tout cas à jour par rapport au moment où vous le partagez. Ça, c'est un point important. Que la trésorerie, par exemple, du mois d'avril 2021 corresponde bien à la trésorerie réelle que vous avez sur votre compte au mois d'avril 2021. Ça, c'est vraiment un point important puisque sinon, votre banque en face sera déjà, on va dire, dubitative sur votre capacité à réaliser ce que vous dites alors même que vous l'avez donné des chiffres qui sont erronés.
Donc vraiment, le fait de mettre à jour votre business plan, lorsque vous le partagez, c'est très important. Et on en revient à un point évoqué un petit peu plus haut, c'est de se dire que plus il sera automatisé, plus ce sera simple de réaliser ces mises à jour. Donc ça, on l'a déjà évoqué, mais effectivement, il faut éviter de présenter un solde de trésorerie qui soit négatif sur la durée présentée. Hein. Le plan de trésorerie, vous devez faire en sorte qu'il soit positif. Alors, pas en allant raconter n'importe quoi ou autre, pas en allant bidouiller les chiffres, bien entendu, mais en notant à quel moment vous aurez des besoins. Et ça peut être la banque qui, à nouveau, sera sollicitée, ça peut être des investisseurs ou autres. Mais en tout cas, notez que vous avez vu quels besoins, effectivement, de trésorerie vous avez, également qui sont parfois sujets au BFR, donc au besoin en fonds de roulement. Là, c'est le point d'en dessous. En tout cas, montrer que vous avez tout anticipé, que vous pouvez donc présenter un business plan, un plan de trésorerie pardon, qui soit positif, en tout cas sur la durée présentée, donc souvent 2 à 3 ans. Effectivement, donc il faut bien modéliser le BFR sur ce plan de trésorerie, donc le décalage entre les encaissements clients et les décaissements. Hein. Si vous avez une activité où, lorsque vous émettez la facture, vous ne touchez l'argent que 3 mois après, il faut que ce soit visible sur le plan de trésorerie, parce que si le banquier vous coince là-dessus, ça peut être des discussions qui sont ensuite complexes pour obtenir un accord de crédit. Idem pour la TVA. Finalement, la TVA sur certaines activités, elle est importante car vous allez collecter beaucoup de TVA ou au contraire déduire beaucoup de TVA. Il faut montrer finalement que vous avez anticipé ça et que vous pourrez répondre aux échéances fiscales et sociales. Enfin, sur les erreurs à éviter, pour être un peu plus rapide, bien sûr que la mise en page est importante. Hein, lorsqu'on dit qu'il faut que ce soit un business plan complet, alors oui, avec un onglet par sujet, oui. Après, faire des business plans comme on en voit avec 300 onglets ultra complexes, ça, vous pouvez l'avoir pour vous, peut-être pour des investisseurs. Pour le banquier, ça peut être un petit peu compliqué à prendre en main. Et encore une fois, plus il va devoir passer du temps sur vos dossiers, moins c'est positif pour vous. Donc, avoir un business plan qui soit clair, lisible, à la fois simple mais précis, c'est un point important. Et enfin, bien entendu, chercher la perfection, c'est toujours compliqué. Un business plan, comme il a vocation à bouger, à évoluer, parce que vous allez pivoter, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez développer un nouveau produit, etc., ça ne sert à rien d'aller passer non plus des jours et des semaines dessus pour avoir quelque chose qui, de toute façon, du jour au lendemain, peut complètement évoluer. Donc, il faut avoir quelque chose qui soit efficace. Le business plan parfait, on va dire que ça n'existe pas. Nous, on a essayé d'en créer, de créer des canevas de business plan un peu précis par secteur d'activité, mais on se rend compte qu'il y a toujours quelques spécificités. Donc, voilà, le but, c'est d'avoir un prévisionnel qui soit clair, qui soit explicité, qui soit simple d'accès. Ça ne sert à rien d'aller trop compliquer les choses. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette partie-là. Je vais aller un petit peu rapidement. Le but, c'était de pouvoir tenir ce timing. On peut en discuter. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Je pense que je vais revenir. On va revenir sur cette partie questions. Alors, soit effectivement, j'y réponds de manière globale, soit vous les posez à l'oral, ce sera peut-être un petit peu plus simple, un peu plus interactif, parce qu'effectivement, là, je parle à mon écran depuis tout à l'heure, donc c'est jamais simple. Flavien, Mélanie, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire? Tout à fait. Déjà, merci pour ton intervention. Très, très, très pédagogique, donc c'est très bien. Donc oui, les questions ont commencé à arriver sur le chat, mais l'idée, c'est de pouvoir se présenter rapidement, de prendre la parole, c'est un peu plus sympa, bien sûr. Ouais. Dans l'affichage, tu vois toujours que ton écran, vu que tu es en partage de… Oui, à ce moment-là, je peux peut-être arrêter de partager, et puis Ouais, comme ça, si comme ça ça, vous va. on Voilà, on te verra. super. Je vais malgré tout épingler, quoique non, vu qu'il y aura des prises de parole qui seront successives, ça devrait être plutôt fluide. Alors, je vais remonter le fil et distribuer la parole. Donc, la question sur les slides qui seront partagés ou pas, on l'avait précisé, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, la première question, elle était de Florian Lanvin. S'il est toujours dans le webinaire, il peut allumer son micro et poser sa question sur Oui, les bonjour, quasi-fonds propres. je suis toujours là. Merci Xavier pour la présentation hyper intéressante. En fait, ma question, c'était sur Est-ce que les tu veux te présenter, Florian? fonctionnements. Désolé, j'insiste. Est-ce qu'à chaque fois, vous pouvez bien vous présenter en quelques mots pour qu'on vous situe et après poser votre question? Merci. Oui, complètement. Alors, pardon, Florian Lanvin, j'ai monté une agence de fundraising, du coup, plus sur la partie dilutive.
Et donc, c'est intéressant pour nous de pouvoir accompagner et proposer des solutions sur la partie non dilutive en complément, une fois qu'on a rehaussé les fonds propres, hein, comme tu l'expliquais. Et du coup, ma question porte sur la notion de quasi-fonds propres, qui est aujourd'hui un outil qui se développe de plus en plus avec les obligations convertibles. Et donc, quelle est la position des banques sur les OC? Yes, alors ouais, là-dessus, très bonne question. Alors effectivement, c'est un peu compliqué dans le sens où les OC, donc effectivement, c'est des quasi-fonds propres, elles ne rentrent pas directement de manière comptable dans les fonds propres, dans les capitaux propres de la société. Par contre, en termes de trésorerie, ça permet d'avoir de la visibilité, ça permet, comme je disais, de pouvoir en guillemets valider le business model, valider la société par des investisseurs externes. Alors sur les calculs des ratios, ça ne pourra pas être pris en compte. Donc effectivement, sur le ratio expliqué au-dessus, que j'avais évoqué un peu plus avant, ils ne pourront pas être pris en compte. Donc, c'est vrai que sur ces ratios de fonds propres, il faudra quand même qu'ils soient respectés. Par contre, c'est quelque chose qui est très apprécié parce que ça permet, encore une fois, d'avoir de la trésorerie d'avance, etc. Mais ils ne sont pas comptabilisés comme des fonds propres, que ce soit par les banques commerciales ou même par la BPI. Ok. Donc Et les là-dessus, comptes alors, courants sont considérés de la même façon, du coup? Compte tout à courant, fait. ça rentre pas dans le calcul? Ok. Tout à fait. Les comptes courants, effectivement, on est finalement sur du milieu de bilan, je dirais. On n'est pas sur du haut de bilan Hmm. là où sont les capitaux propres. Donc, les comptes courants, alors même s'ils sont positifs, parce que ça prouve que les associés mettent de l'argent dans la société et que la banque n'est pas n'est pas le seul mode de financement, c'est très positif. Ça donne de la visibilité sur la trésorerie. Cependant, effectivement, ça ne pourra pas venir consolider de manière comptable ces capitaux propres. Après, les banques en interne, bien entendu, elles font des retraitements, c'est-à-dire qu'elles vont dire qu'en termes de fonds propres et quasi-fonds propres, elles vont intégrer les OC dedans, elles vont intégrer les comptes courants d'associés, bien entendu. Mais en tout cas, sur ce ratio capital plus prime d'émission divisé par 2 qui doit être supérieur au total de tous les fonds propres, ça, c'est un ratio qui vraiment doit être respecté. Pourquoi Parce que les banques, finalement, si jamais ce ratio-là n'est pas bon, elles ne peuvent pas faire appel ni à la BPI ni au FEI pour contre-garantir leurs prêts. Et comme j'ai expliqué, s'il n'y a pas de garantie, une banque, elle ne prêtera quasiment jamais. Donc ça reste un Ok, très très bon, clair. enfin, ça reste un très bon moyen de financement, tout ce qui est OC. Voilà. Après, à voir de quelle manière c'est réalisé. Et souvent, malheureusement, ça ne rentre pas dans les fonds propres réels des entreprises, quoi. Je rebondis sur la question sur les comptes courants d'associés. Comptes courants d'associés bloqués, c'est même combat, c'est pareil? C'est le même combat. C'est-à-dire que Ah, comptablement, ça ne peut pas être remonté dans les fonds propres. Par contre, effectivement, les banques, lorsqu'elles vont réaliser toute leur analyse interne, on va dire, elles vont considérer ça effectivement comme des quasi-fonds propres, notamment s'ils sont bloqués. Parce que si elles savent qu'ils sont bloqués pendant 4 ans, ça veut dire que pendant 4 ans, c'est comme du capital apporté finalement. c'est ça, ouais. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est du quasi-fonds propre. Mais encore une fois, sur une vision comptable pure, on ne pourra pas les considérer comme allant consolider le ratio de fonds propres. Ça marche, Ok. merci. Je me permets, Xavier, juste de pousser la question pour bien comprendre le ratio que tu expliquais sur les capitales plus prime division divisé par 2. Il faut que ce soit positif pour avoir une capacité d'emprunt, c'est ça? Oui, alors attends, est-ce que je t'ai dit de. Attends. Non, j'ai peut-être mal compris, hein, je suis Non, désolé. non, 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 c'est peut-être moi qui m'embrouille à force de parler. Alors, effectivement, en gros, c'est dans le calcul, que je te dise pas de bêtises, c'est effectivement que blablabla. Ouais, donc le calcul, c'est capital social plus prime d'émission divisé par 2, qui doit être. Attends, ouais, pardon, c'est les fonds propres pardon, qui doivent être supérieurs à ce calcul-là. J'ai dit l'inverse. Je pense que j'ai dit l'inverse. Donc effectivement, les fonds propres totaux doivent être supérieurs voilà, au calcul capital social plus prime d'émission divisé par 2. Je ne sais pas si c'est clair. On va le remettre par écrit quand on Super. n'aura pas le mail de bilan, ça. Voilà, effectivement. Mais en tout cas, le calcul, c'est fonds propres totaux voilà, qui doivent être supérieurs à capital social plus prime d'émission divisé par 2. Sinon, la société est donc considérée comme en difficulté dans les textes européens et donc BPI, FEI ne peuvent plus suivre sur la contre-garantie. Et donc, les banques doivent aussi finalement considérer leurs prêts comme risqués. Ça veut dire qu'elles, en termes de coût de l'argent, elles doivent mettre beaucoup plus de fonds propres elles-mêmes sur leur bilan interne en face. Donc, ça leur coûte plus cher. Donc, elles n'ont pas envie d'aller prêter. Voilà, c'est un cycle un peu comme ça. Et Florian, il y avait une deuxième question dans le chat, je ne sais pas si Léo l'a posée.
Sur la discussion avec Oui, les banquiers. Ouais. encore moi, désolé. Non, mais on fait dans l'ordre, il n'y a pas de La, souci. l'idée, c'est plus de comprendre du coup comment vous accompagnez les boîtes. Est-ce que en fait vous faites la gestion un peu en backstage avec l'entrepreneur et c'est eux qui gèrent la relation en bilatéral ou est-ce que vous intervenez dans les discussions avec les banquiers? Yes, oui, non, bonne question. C'est vrai que je suis passé vite là-dessus pour attaquer sur la présentation. Alors nous, effectivement, sur notre fonctionnement, comment est-ce que ça se passe? En fait, déjà, on fait un audit bancaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un audit de la société par rapport aux chiffres qui ont été réalisés, au business plan, etc. Finalement, où est-ce que la société en est, où est-ce qu'elle va, quel est son plan de croissance. Par rapport à ça, on indique si c'est le moment ou non d'aller chercher la dette. Bien sûr, on explique pourquoi. Si ce n'est pas le cas, on explique comment faire en sorte que d'ici 6 mois, un an, ce soit possible. Si jamais c'est le cas, que selon nous, on peut aller chercher la dette, on indique quel montant on est à peu près serein d'aller chercher par rapport à quel besoin. Bien entendu, si on annonce qu'on peut aller chercher, je dis n'importe quoi, 500 000 euros, alors qu'il y a un besoin qui est à 3 millions, ce serait inutile. Bref, on se met un petit peu d'accord par rapport à ça, par rapport à notre expertise, à notre expérience. Et derrière, effectivement, on gère toute la partie, en guillemets, courtage, qui est un petit peu moins sympa, mais c'est vrai qu'on s'occupe donc de prendre contact avec les banques partenaires. Aujourd'hui, on fonctionne avec toutes les banques en France, toutes les banques françaises, qu'elles fassent de manière, on va dire, ouverte du prêt innovation, du prêt un peu plus risqué ou non. Je pense à la BNP qui a des pôles et des hubs entrepreneurs. Je pense au groupe BPCE. Donc, c'est aussi pour ça que Frédéric Planche devait être présent ce matin parce qu'eux ont mis en place dans chaque caisse de banque populaire, de banque populaire et de BRED sur Paris, des référents innovation. Bref, donc en tout cas, nous, on peut toucher toutes les banques. Par exemple, on travaille avec la Banque Postale. Ça me fait souvent sourire, mais effectivement, ils sont capables de faire de très bonnes choses. Donc, nous, ensuite, on prend le dossier, on le porte comme on l'a présenté finalement aux banques. On s'occupe de toute la partie courtage, échange avec les banques pour obtenir un accord de crédit in fine. Et ensuite, on fait la mise en relation et on reste présent jusqu'au déblocage des fonds avec les entrepreneurs. Donc, on est vraiment présent finalement depuis l'origination du besoin, la caractérisation du besoin, jusqu'au déblocage des fonds, donc finalement jusqu'à ce que la mission soit réellement terminée. Merci Xavier pour les précisions. Je reprends le fil des questions. On avait Sandy Simon de la BPS qui nous précisait qu'on pouvait rentrer en contact avec l'agence innovation de la BPS à Montpellier. Donc, c'était l'objectif. Voilà, l'intervention aussi de Frédéric Planche qui malheureusement a dû s'absenter comme je l'ai dit au début. On a ensuite Mathieu Pinault qui avait une question, s'il est toujours là pour prendre la parole. Ouais, salut Flavien. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Merci Xavier pour la présentation, vraiment très utile. Donc oui, ma question c'était par rapport au business plan. Comment on peut simuler le taux d'intérêt du prêt à mettre sur le business plan? Par rapport au taux d'intérêt? Ouais. Ouais. Alors, au fait, on se rend compte aujourd'hui, alors je fais juste un petit aparté parce que c'est une très bonne question sur les taux d'intérêt. L'argent, franchement, aujourd'hui en France, coûte très peu cher pour les entreprises, que ce soit des entreprises innovantes ou non. Je pense notamment à certaines zones territoriales ou pays comme tout ce qui est UK, pays scandinaves ou même côté de l'autre côté de l'Atlantique pour les États-Unis, Canada, qui eux vont pricer le risque, c'est-à-dire qu'elles vont se dire plus la société est risquée, plus la société est innovante, plus je vais aller mettre un taux d'intérêt qui va être important. Donc on arrive souvent sur des taux d'intérêt qui sont entre 5 et 10%. En France, ce n'est absolument pas le cas. Les banques, finalement, elles ne pricent pas tellement ce risque. Donc, on est sur des taux d'intérêt moyens. En fait, nous, ce qu'on observe souvent, en gros, depuis 2 ans et demi, chez tous nos partenaires bancaires, sur des prêts, on va dire jusqu'à 5 ans, on est sur des taux entre 1% et 2%, avec un taux moyen autour de 1,7, quoi, je dirais. Donc, l'argent, finalement, coûte assez peu cher. C'est pas énorme du tout. Donc, effectivement, dans ces cas-là, vous pouvez simuler, on va dire, avec un taux genre à 2% pour voir un petit peu toujours le pire. Et comme ça, ce sera quelque chose qui pourrait être intégré dans votre business plan. Mais franchement, notamment plus sur les montants de financement évoqués, on va dire même sur un financement qui est de 500 000 euros, par exemple, qui est déjà un petit peu costaud, un taux d'intérêt de 2%, ça ne va pas changer la phase de votre business plan. Est-ce qu'il y a des coûts à prendre en compte aussi?
Alors, les coûts, alors effectivement, les garanties, elles sont effectivement payantes, hein, enfin payantes dans le sens où rien n'est gratuit dans ce monde. C'est-à-dire que, notamment pour la Banque publique d'investissement, lorsqu'elle intervient en contre-garantie pour le FEI, il y a effectivement une quotité qui est afférente à cette garantie. Au niveau BPI, on est sur un montant alors en fait, c'est un taux annuel qui est à 0,7% du montant du prêt. Donc, alors, même si ça évolue, suivant que vous soyez flagué innovation ou pas chez eux, suivant la durée du prêt, etc. Mais donc, ça a effectivement un coût. Alors après, encore une fois, on n'est pas non plus sur des choses qui vont être énormissimes, hein. FEI, pour le coup, alors Frédéric en aurait mieux parlé que moi, parce que Banque Populaire fait partie des groupes qui peuvent faire appel au Fonds européen d'investissement pour garantir leurs prêts, mais intègrent ce coût de la garantie dans leur taux. Sachant que souvent, je crois que c'est 0,25% l'an, donc on n'est pas non plus, encore une fois, sur des montants énormissimes. Donc, effectivement, sur les frais, on va dire qu'on aura les frais de garantie. Donc, les taux d'intérêt que vous allez rembourser chaque mois, mais ça, de toute façon, c'est intégré dans le prêt. Les frais de dossier aussi, éventuellement. Les banques, finalement, pour tout ce qui est études, gestion, paperasse, prélèvent des frais de dossier, ce qui est normal, ce qui peut s'entendre. Et là, on est souvent sur les frais de dossier sont sur un montant qui est relativisé par rapport au montant de financement qu'on va chercher. C'est-à-dire que souvent, on est sur 0,5% ou 1% du montant de financement qui va être cherché. Et ça, encore une fois, c'est une discussion à avoir avec sa banque pour comprendre en amont de quel montant ils seront et possiblement pouvoir négocier avec elle. Mais c'est à peu près les seuls frais, on va dire, que vous aurez sur un prêt bancaire. Merci Xavier. On a une nouvelle question de Sylvain Makota, s'il veut bien se présenter et poser sa question. Oui, bonjour, Sylvain Makota. Donc, je fais du conseil en gestion d'entreprise et je voulais savoir comment est-ce que vous étiez rémunéré, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en mode courtage, donc avec un pourcentage sur les fonds levés, ou est-ce qu'il y a d'autres honoraires, puisque j'ai bien noté que vous parliez d'audit en début de Zoom. Tout à fait. Alors, effectivement, très bonne question. En fait, on va dire que nous, on a un business model de société de conseil. Alors, on est société de conseil avant tout, hein, mais avec un modèle de rémunération de société de portage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout cet audit, etc., ça, c'est complètement gratuit, finalement. C'est de pouvoir avant tout conseiller les entrepreneurs et leur apporter de la visibilité sur le financement bancaire, sur le financement non dilutif en tout cas. Et ensuite, sur la rémunération, effectivement, on prend un pourcentage, donc un success fees, du montant de financement que l'on va chercher. Alors, c'est assez compliqué de donner une fourchette puisque on a accompagné certaines entreprises qui faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour lesquelles on allait chercher 3 millions d'euros, par exemple, de financement. On n'était pas sur le même montant que pour une société pour laquelle on va chercher 200 000 euros. Mais en moyenne, on va dire qu'on est entre 3 et 5% des montants de financement que l'on va chercher sur la partie donc success fees, qui sont donc facturés une fois que le prêt est débloqué par la banque, hein, pour ne pas être un poids sur la trésorerie des entreprises, parce que le but avant tout, c'est de pouvoir apporter de la trésorerie, justement. Et le seul risque, en guillemets, que prend l'entrepreneur, c'est qu'on prend 1 000 euros de frais de dossier en amont lorsque l'on a donc signé notre lettre de mission, lorsqu'on a réalisé notre audit, qu'on a donc dit qu'on pouvait aller chercher tel montant de financement et que ça convient à l'entrepreneur. À ce moment-là, en fait, on montre une note de crédit qui est quand même assez complète. C'est un document qui fait entre 10 et 15 pages et qui permet aux banques d'avoir tous les éléments pour avoir une très bonne visibilité de la demande de financement, de l'état de la société, etc. Et à ce moment-là, on facture effectivement 1 000 euros qui sont déductibles de nos success fees finaux. Donc, finalement, une société ne paiera jamais plus que nos success fees, quoi. Ok, c'est clair. Merci. Et ensuite, on avait peut-être des précisions de Sandy Simon de la Banque Populaire à nouveau. S'il veut bien prendre la parole, peut-être pour préciser 2-3 éléments côté banque. Oui, bonjour, Sandy Simon de la Banque Populaire, proche de Perpignan, pas exactement Perpignan. Sur les financements, donc, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, donc il y a bien le coût des garanties, les frais de dossier. Il faut penser aussi au coût de l'assurance emprunteur. C'est-à-dire que quand on va vous financer, on va financer. Si vous êtes sous forme de société, on va quand même prendre en compte aussi l'associé, le gérant pour l'assurer en cas de risque de décès.
Donc ça, c'est un élément à prendre en compte également. Sur le chat, je reviens sur le chat, tout à l'heure, j'ai mis un lien, le Montpellier Business Plan. Ça peut vous aider si vous ne maîtrisez pas trop Excel. Si vous ne maîtrisez pas trop Excel, ça peut vous aider à faire un business plan super bien fait. Je l'ai testé et vous pouvez le régler en fonction de votre activité, si c'est du service, si c'est de la vente de marchandises. C'est super bien fait, c'est gratuit et c'est le BIC qui le met à disposition gratuitement. Donc, le BIC, c'est le Business Innovation Center sur Montpellier, qui est un des meilleurs incubateurs mondiaux. Je crois que c'est le numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, en termes de concrétisation et de durée de vie des startups. Voilà. Merci pour les précisions. C'est vrai que c'est un lien qu'on partage parfois à nos entrepreneurs parce que c'est un outil de qualité du BIC. S'il n'y a pas d'autres questions qui se manifestent, on va pouvoir conclure et tous vous libérer. Merci encore à Xavier pour son intervention et merci à tous d'être venus. Vous allez recevoir très vite un petit mail avec un petit questionnaire de satisfaction. Ce serait sympa de prendre les 2 minutes pour le remplir, pour nous aider à améliorer les contenus à chaque fois. Et après, voilà, vous aurez le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder pour y retrouver d'autres interventions potentiellement intéressantes aussi. Et voilà, pour les entreprises adhérentes du cluster et nos partenaires, on vous enverra aussi des éléments complémentaires, notamment la présentation. À noter aussi qu'on a des créneaux en one-to-one avec donc Xavier et nos chefs d'entreprise qui sont prévus aujourd'hui pour creuser un peu plus leurs besoins. Il reste un peu de place, donc si des gens veulent se manifester pour avoir un petit créneau personnalisé avec Xavier, n'hésitez pas à nous faire remonter. Je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si Mélanie voulait ajouter quelque chose. Non, c'est parfait, tu as fait le tour. Bon, très bien, ça marche. Merci à nous, à tout le monde, et très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Xavier, merci à tout le monde. Merci.